Bien, bonjour à toutes et tous. On va pouvoir démarrer cette nouvelle table ronde, sachant, voilà, on a encore du public qui est en train de rentrer, mais étant dans un timing serré, nous allons de ce pas démarrer. Alors, pour ce qui nous concerne, nous allons donc traiter la thématique ô combien d'actualité, réinventer l'entreprise, un défi pour la démocratie, point d'interrogation. Je vais y revenir dans un instant, mais pour ce faire, nous aurons donc trois intervenants. Donc à ma gauche, immédiatement, il y a Pascal Pouillet, directeur général du Crédit Coopératif, la banque des coopératives et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, il y a à côté de lui Frédéric Faure, vice-président de Biocoop, donc les magasins spécialisés dans la distribution du bio. Donc grand réseau de magasins, donc réseau coopératif, mais dans les magasins il y a une diversité de statuts et d'entreprises. Et puis Émilie Poisson, qui est directrice des relations sociales chez Quintet, donc un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises, les branches professionnelles et tout un tas d'acteurs sur ces sujets justement autour notamment du dialogue social. Voilà pour nos trois intervenants et moi-même je suis donc Timothée Duverger, responsable de la chaire territoire de l'économie sociale et solidaire à Sciences Po Bordeaux. Alors, pour ce qui nous concerne, je vous disais, le thème, donc réinventer l'entreprise, un défi pour la démocratie. En fait, cela part d'abord d'un constat, c'est que la plus ancienne démocratie, les États-Unis, puisque la plus ancienne démocratie, ce n'est pas la France, même si Lafayette avait aidé en 1776, donc la plus ancienne démocratie vacille. On a vu lors des dernières élections américaines que les enjeux socio-économiques, en particulier le pouvoir d'achat, les inégalités, ont fortement joué dans l'élection américaine. Dans un pays où, quand la démocratie américaine s'est créée, ce qui est intéressant, c'est que tous les pères fondateurs, Jefferson notamment, qui connaissait bien la France par ailleurs, disaient qu'il fallait asseoir la jeune démocratie sur une démocratie économique, sur la petite propriété privée. Il fallait finalement que chaque citoyen, pour pouvoir concrétiser cette citoyenneté, l'asseoir, lui donner sens, lui donner force, il fallait qu'il soit propriétaire en fait. Il y avait cette idée-là, et notamment à l'époque propriétaire de la terre, parce que c'était évidemment l'agriculture à l'époque qui dominait, mais cette utopie finalement démocratique américaine a perduré, hein, et il y avait notamment des réflexions autour de la république industrielle tout au long du 19e siècle. Hein. Donc il y a eu longtemps cette idée que la démocratie doit fournir des supports à l'autonomie des citoyens, qui passe notamment par la démocratisation au fond de la propriété économique. Mais on observe aujourd'hui une tentative de découplage entre la démocratie et le marché. C'est-à-dire, au fond, finalement, le marché pourrait se passer de la démocratie, alors qu'avec la fin notamment de l'Union soviétique, on pensait que l'ère libérale, l'ère des démocraties allait de pair avec la victoire du capitalisme. Et bien aujourd'hui, il y a une tentative de découplage. On voit qu'effectivement, ça a été rappelé par Thierry Baudet aussi dans son introduction, par Agnès Audier également, il y a une oligarchie économique qui a pris le pouvoir aux États-Unis. On voit une emprise de plus en plus croissante des entrepreneurs, notamment de la tech, qui, par ailleurs, alors c'est le cas d'Elon Musk, mais loin d'être seulement le cas d'Elon Musk, et qui, donc la tech, transforme le travail, que ce soit par l'automatisation, l'ubérisation, le télétravail. Donc il y a en plus une transformation de ce rapport même intime à l'économie via la médiation du travail qui s'opère. On observe aussi une offensive je dirais, libérale, mais dans le sens négatif du terme, avec des réductions d'impôts, une dérégulation. On voit qu'aujourd'hui, au niveau du droit du travail, aux États-Unis, on parle du travail des enfants, puisque comme il n'y a plus d'immigrés pour faire le travail, eh bien, il faudrait rétablir le travail des enfants dans certains États. Il y a ce type de débat qui commence à émerger. Une remise en cause de l'État social, évidemment Musk en a été le plus parfait exemple. Et au final, une érosion des institutions démocratiques et de tous les contre-pouvoirs, où finalement, on voit dans une interview qui a été retranscrite par Courrier International, Trump qui doit se justifier de dire « mais non, vous inquiétez pas, je vais respecter la Constitution ».
Hein, alors bon, donc on en est quand même, on en est quand même là. Bref, donc on est dans ce contexte, vous voyez, où les rapports entre démocratie et économie doivent être interrogés, alors même que les États-Unis ont longtemps été vus comme le principal promoteur de la démocratie. Encore une fois, la plus ancienne démocratie contemporaine. Mais c'est aussi, et sans doute cela explique-t-il bien des choses, un des pays développés les plus inégalitaires. Et donc on voit bien là comment les inégalités viennent saper la démocratie. Donc ma première question pour nos intervenants, c'est de savoir finalement, est-ce que la démocratie peut encore exister dans une économie si polarisée et quelles menaces pèsent sur cette démocratie dès lors? Pascal? Merci Timothée, bonjour mesdames et messieurs. Quelle question? Quelle question, et elle interpelle vraiment, parce que oui, la société s'est polarisée. Elle s'est polarisée en plaque mondiale, telle que tu l'as dit. Elle s'est aussi polarisée en plaque régionale, en plaque départementale, où on voit que les concentrations de richesses, depuis des années, se positionnent. Et ça pose cette question-là de se dire de quelle manière cette polarisation nous amène un questionnement de la démocratie et comment les réponses qui peuvent être portées par les structures démocratiques amènent une réponse à cela. Alors on peut le voir, et tu l'as exposé sur une vision mondiale, mais prenons un sujet très différent. Prenons l'aide aux personnes âgées qui est portée par les départements. Est-ce que c'est la bonne taille pour adresser cette question-là? Est-ce que c'est au département de la Creuse, qui est un des plus âgés d'Europe, de porter la question de l'aide aux personnes âgées quand le département des Hauts-de-Seine, qui est un des plus riches, a moins cette thématique-là? Comment on porte cette question, quelque part, de la solidarité? Et ça fait lien avec le deuxième point, c'est que même si on a une polarisation, quelque part, on est en train de se rendre compte qu'il y a une forme de solidarité. Il y a une forme de solidarité, alors, soit de contrainte, tu parlais de Trump, il est en train de s'en rendre compte un peu à son détriment, en se disant que finalement, cette polarisation, cette spécialisation aussi amène des interdépendances et qu'on ne peut pas vivre sans les uns et les autres. Il a voulu mettre des droits d'âme, il a voulu monter des murs, il a voulu, voilà, et il se rend compte qu'il n'y a plus assez d'employés, il se rend compte que sans produits chinois, on ne peut plus vendre d'iPhone, il se rend compte que, etc., etc. Mais on se rend compte aussi que si dans nos pays, on monte des murs et qu'on monte des zones qui sont étanches, on n'aura plus de solidarité. Et si on n'a plus de solidarité, on aura des sujets de démocratie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a vu comme montée des extrêmes? C'est quand des personnes sont dans certains territoires, elles se sentent exclues de ces territoires-là. Et comment on peut exprimer une solidarité et une participation démocratique s'ils considèrent que l'unité démocratique dans laquelle ils votent ne s'adresse pas à eux? Comment nous, on peut intervenir, puisqu'on fait le lien avec l'entreprise? Quel est le rôle de l'entreprise par rapport à ça? Il est très interpellant. Pour une banque qui est celle de l'économie sociale et solidaire, comment on répond à ces besoins-là? Comment on est des structures qui permettent effectivement de faire circuler la solidarité? Comment on fait en sorte qu'on fasse circuler l'argent? Comment on fait en sorte que par des produits de partage, on permette d'assurer un développement qui est proche sur l'ensemble des territoires? Je crois que c'est un élément fondamental. Si on n'a pas de solidarité, si on n'a pas de partage de valeurs, on aura des personnes qui ne se sentiront pas membres d'un corps démocratique et considéreront que finalement, il vaut mieux défendre leur territoire que participer à un commun. Comment on fait sens ensemble, comment on le fait? Et je crois que nos entreprises, et spécifiquement de l'économie sociale et solidaire, et spécifiquement pour une banque coopérative, qui amène un circuit de l'argent, qui amène à faire circuler de l'argent, à faire en sorte qu'on porte des projets qui aident ces populations-là, est fondamental. Et je considère que c'est un des éléments majeurs de soutien à la démocratie. Merci Pascal. Frédéric? Bonjour tout le monde. Ce phénomène de polarisation que vous mettez en avant et qui essaye de cristalliser la problématique qui nous préoccupe collectivement, moi je la traduis, et le projet de Biocop au travers de ma prise de parole traduit ça sur un système qui est un petit peu en bout de course. Donc cette polarisation, c'est une incapacité du système à répondre à des enjeux systémiques, donc qui sont du partage de la valeur, du partage du pouvoir, et qui nous amènent à des limites sociétales, ça c'est pour le partage de la valeur, partage du pouvoir, et puis les limites environnementales, écologiques.
Alors, on a des exemples très très précis, hein, des intérêts des citoyens pour le travail, manque de sens, etc. Et puis en termes écologiques, je crois que ça a été précisé lors de la dernière table ronde, effectivement, disparition de 50% de la biodiversité. C'est des chiffres qui nous montrent clairement, qui factualisent ce système qui est un petit peu à bout de course. Alors une fois qu'on a dit ça, l'enjeu c'est de répondre à cette problématique. Et pour y répondre, nous en tout cas dans le réseau Biocoop, l'idée, et c'est une idée qu'on a mis en œuvre depuis 40 ans, c'est de répondre sur un des enjeux majeurs qui est l'alimentation, au travers de l'alimentation, notre rapport à la terre, notre rapport à notre environnement. L'enjeu, c'est la construction coopérative, c'est la réappropriation par les citoyens, par les travailleurs, par les parties prenantes d'un projet. C'est leur réappropriation de ce même projet, c'est-à-dire des mécanismes démocratiques au sein de l'entreprise qui permettent de prendre des décisions, de donner une orientation au projet, de faire des choix et de s'assurer collectivement que ces choix sont bien respectés. Parce que je crois que dans votre question, Timothée, il y avait la notion de mais quelle est la menace qui pèse principalement. Alors j'ai un peu réfléchi à ce sujet, puis en vous écoutant aussi. La menace, au début, je me suis dit, bah, c'est l'aveuglement, mais ça fait longtemps que finalement, l'aveuglement, je ne pense pas que c'est le sujet. Nous voyons tous, de tous bords, qu'effectivement, il y a des problématiques. Et même sur l'origine de ces problématiques, on est plutôt d'accord. Donc ce n'est pas l'aveuglement le problème. À mon avis, c'est la surdité et l'inaction. C'est-à-dire qu'il y a une barrière qui me semble pour l'instant infranchissable entre le constat, il nous faut absolument des pratiques plus respectueuses, il nous faut donner du sens, il faut redonner du pouvoir aux citoyens, et l'action qu'on décline derrière pour mettre en œuvre ça réellement. Et là, on a un vrai mur démocratique, politique, entrepreneurial, qui fait que nous ne passons pas à l'action. Merci Frédéric. Donc on voit bien en tout cas à la fois les enjeux de solidarité, les enjeux, on l'a dit, de coopération. Émilie voulait revenir et plus particulièrement sur les questions d'ubérisation. Oui, merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je partage parfaitement les constats qui ont pu être posés par messieurs Faure et Pouillet. Effectivement, l'économie polarisée, elle pose des défis démocratiques qu'on n'a pas connus jusqu'à présent, et il est urgent de repenser le modèle. Alors pour autant, je pense que tout n'est pas noir ou blanc et qu'il y a quand même quelques petites nuances à apporter. Moi, je pense que la démocratie, elle peut tout à fait se retrouver dans des économies qui, à première vue, ne l'attendent pas. Et c'est là où, effectivement, je voulais parler des plateformes de mise en relation avec deux secteurs particuliers qui sont celui des chauffeurs VTC et des livraisons de marchandises, où, effectivement, ce modèle économique, on est finalement dans l'un des exemples les plus frappants d'une économie polarisée, avec d'un côté un modèle économique des plateformes qui est basé sur une source principale de revenus que sont les commissions sur les courses, une absence de coûts qui est propre au salariat et l'utilisation d'algorithmes qui sont là pour fixer le prix en fonction de l'offre et de la demande. Et face à ce modèle économique, vous avez qui? Vous avez des travailleurs indépendants, vous avez des chauffeurs, des livreurs qui ont des conditions de travail qu'on connaît tous. Alors effectivement, partant de là, on peut se dire, mais en fait, il n'y a aucune forme de démocratie qui peut naître dans ce genre de modèle. Et pour autant, ces dernières années, on a vu qu'il y avait une forme de dialogue social qui avait pu voir le jour en 2021 avec des ordonnances propres sur ce sujet-là, avec une représentation collective des plateformes et de ses chauffeurs et ses livreurs. Il y a eu effectivement une élection nationale qui a été mise en place avec un appel au vote de tous ces chauffeurs, ces livreurs pour justement venir élire des syndicats. À ce jour, il y a eu 2 cycles d'élections. En 2022, c'était la première fois, et en 2024, l'année dernière, la seconde fois. Et effectivement, dans ce modèle-là, moi j'aimerais prendre 3 éléments pour illustrer le propos, pour dire qu'il y a quand même une forme de démocratie directe et indirecte qui a pu se mettre en place. Le premier, c'est effectivement, le premier élément, la tenue d'élections libres. Le second élément, c'est le pluralisme syndical qui a pu s'imposer dans ce modèle-là. Et le troisième élément, c'est quand même l'émergence d'un certain nombre de garanties sociales. Sur le premier élément, sur cette tenue d'élections libres, on l'a vu quand on compare les 2 cycles d'élections, que les chauffeurs et les livreurs ils se sont vraiment emparés de ce sujet, puisque le taux de participation, il s'est multiplié. On est passé côté VTC à 4% de taux de participation pour la première année, à près de 20% en 2024. Côté livreur, alors effectivement, on est sur un taux de participation moindre. En 2024, on était à 4%, mais on était à 2% en 2022.
Sur le deuxième point, qui est le pluralisme syndical, dans ce secteur-là, on a pu voir émerger des syndicats nouveaux qui étaient complètement inconnus de la sphère interprofessionnelle et de la sphère de l'entreprise classique comme on la connaît. Et des syndicats nouveaux comment? D'une part, de par leur émanation, où en fait on a vraiment vu émerger des collectifs de travailleurs issus vraiment de territorialité, vraiment même de villes même, et qui sont au final, ont réussi au final à être représentatifs et à représenter la profession dans son ensemble. Et aussi une modalité d'exercice de syndicalisme qui est ma foi assez particulière et qu'on ne retrouve pas forcément en entreprise, avec un vrai pouvoir de codécision, de codétermination entre syndicats et travailleurs eux-mêmes, où effectivement, main dans la main, ils ont réussi finalement à négocier un certain nombre de normes sociales. Et justement, sur ce dernier point, sur l'émergence de ces garanties sociales que je souhaitais évoquer, sur ces deux dernières années, on a pu effectivement constater que ce dialogue social, même s'il est nouveau, même si effectivement il a quand même quelques faiblesses, il fonctionne quand même, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'accords collectifs qui ont pu être conclus, une dizaine, et qui sont venus quand même réguler ce modèle-là, avec notamment la fixation de revenus minimaux par course, plus de transparence dans le fonctionnement des plateformes, en lien avec les algorithmes, avec justement les décisions de suspension, de clôture de compte, et même effectivement on a vu un accord sur un plan de lutte contre les discriminations à l'égard des livreurs en l'occurrence. Alors effectivement ce modèle il est pas parfait, voilà, on est loin d'une démocratie pleine et entière, mais pour autant il a quand même le mérite d'exister. Voilà. Merci Émilie. En fait, on voit bien que là, face à une tentative libérale de contournement du droit du travail, parce qu'en fait c'était quand même ça les plateformes au démarrage, on voit bien que le droit du travail se rappelle finalement à ces plateformes, avec des mouvements, qu'ils soient syndicaux en effet, ou aussi coopératifs, hein, puisque dans le domaine des VTC, il y a une coopérative par exemple qui s'est montée en Seine-Saint-Denis. On voit aussi des coopératives de livreurs, donc pour ce qui est du vélo qui se montent, donc il y a des réactions. Alors justement, il y a des alternatives. Hein, on voit, alors il y a des régulations, il y a des alternatives qui émergent face à ces tentatives. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a d'ailleurs une volonté, et d'ailleurs assez transpartisane à certains égards, de démocratiser l'entreprise. Je citerai deux exemples. Alors c'est pas en France, hein, je vous rassure, mais je citerai deux exemples. Le premier, c'est en Espagne, effectivement, où la constitution espagnole, juste après Franco, hein, donc après la période franquiste, avait prévu, indiqué dans la constitution, les entreprises doivent être co-gouvernées par les travailleurs, et par ailleurs on doit prévoir du transfert de la propriété des entreprises à ces mêmes travailleurs. Donc ça c'était la constitution espagnole, et aujourd'hui le gouvernement espagnol a ouvert un chantier sur ce sujet-là, justement, un chantier législatif. Merci. L'idée étant de faire en sorte, effectivement, de démocratiser l'entreprise. Donc ça, c'est au niveau espagnol, bon, gouvernement de gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des dynamiques du même type, par exemple, aux États-Unis même, et de manière bipartisane, puisque les républicains et les démocrates, aujourd'hui, soutiennent l'idée de transférer la propriété d'une partie des entreprises aux salariés. Hein, il y a un projet de loi qui vient d'être déposé il y a quelques jours de cela. C'est un modèle qui existe, qui concerne déjà 10 millions de salariés, à vrai dire, aux États-Unis, mais l'idée est de le développer dans ce cas-là. Et c'est soutenu par les conservateurs, par les républicains, parce qu'ils y voient un moyen de préserver la souveraineté du pays. C'est-à-dire, en gros, il vaut mieux donner les entreprises aux travailleurs plutôt qu'à des investisseurs chinois, si vous voulez. Et pour les démocrates, évidemment, ils y voient un intérêt du point de vue de la démocratisation de l'entreprise. Donc il y a des réactions de ce type. En France, c'est vrai que la France est quand même restée un peu à l'écart de ce mouvement-là. Il y a eu, certes, au moment de la libération, les comités d'entreprise, par exemple, mais quand il s'est agi de poser la question dans les années 70 de la codétermination dans l'entreprise, le rapport Sudreau, qui avait été commandé à l'époque par Valéry Giscard d'Estaing, avait été superbement enterré, même si après il y avait eu les lois Auroux, mais qui étaient inachevées d'une certaine façon de ce point de vue. Donc il y a en France sans doute un chantier là aussi à remettre voilà, en travail. Alors, à quelles conditions finalement la démocratie pourrait-elle rentrer davantage liée, mais peut-être de manière inachevée, dans l'entreprise en France? Et est-ce que vous avez des exemples que vous pouvez peut-être nous fournir là-dessus? Qui souhaite démarrer? Peut-être Frédéric? Oui, je vais y aller. Tout à l'heure, je parlais effectivement des modèles coopératifs.
Le modèle coopératif, c'est une réponse. Ce qu'on entend encore une fois là, on parle de refaire. Moi, ce que j'entends, c'est se réapproprier. Il y a une distance de plus en plus grande entre les usagers, entre les citoyens et les entreprises qui deviennent de plus en plus grandes. Il y a une décorrélation, on ne sait plus à quel sens se vouer, on n'a plus d'interlocuteurs, on rajoute par-dessus une bonne dose de technologie, et là, on a vraiment une distance qui s'installe. Et puis, il y a cette perte de sens aussi pour le citoyen, un travailleur. Et ce sujet, en fait, c'est la réappropriation. Donc, je vous parlais tout à l'heure de réappropriation du projet de Biocoop, par ses parties prenantes, les paysans, les salariés, les magasins, les consommateurs, tous réunis autour de la table pour définir le projet, où est-ce qu'on va, et puis surtout s'assurer qu'il est décliné correctement. Puis je parlais aussi d'inaction. Le problème, c'est pas de trouver des outils à la marge et des petites alternatives. C'est de poser des modèles et de finir par les imposer comme la norme de demain. C'est de s'imposer une réappropriation par les citoyens des grandes entreprises, de leurs modèles, de ce qu'elles font. C'est ça l'enjeu pour la société. Et cette redémocratisation, même si les plus libéraux commencent à voir qu'il y a un tel problème qu'il nous faut absolument enclencher des mécanismes de société pour y arriver, ça veut dire que finalement un modèle comme Biocoop est plutôt dans la réalité et met en œuvre quelque chose qui a du sens aujourd'hui. Cette réappropriation du pouvoir et de la valeur, elle devient donc essentielle et à mettre en œuvre et doit se trouver accompagnée par les règles qui sont imposées à nous. Et là, je pense par exemple au fameux phénomène de la CSRD, c'est-à-dire de mettre sur un même pied d'égalité, et moi je suis le premier, je ne suis pas un économiste, je suis boulanger, épicier, vice-président de Biocoop certes, mais dans la réalité du terrain, et ce que je trouve intéressant dans la CSRD ou ce type de démarche qui factualise, qui rend un bilan de l'impact des sociétés, de leur responsabilité par rapport à la société, c'est de la mettre sur un pied d'égalité avec l'économie. Parce que l'économie n'est pas une fin en soi. L'économie est un moyen d'arriver à certains objectifs. Merci Frédéric pour ce témoignage de terrain du coup, parce qu'aussi peut-être peux-tu développer un tout petit peu sur justement comment c'est mis en place au niveau de ton magasin, par exemple la gouvernance partagée, juste en quelques mots. Alors c'est sur une structure qui est très modeste, hein, c'est une quinzaine de salariés, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une épicerie et effectivement, alors nous on a poussé le modèle du partage du pouvoir très très loin puisque c'est un système de cogérance, nous sommes en scope, il y a 8 personnes sur les 16 salariés qui sont cogérantes de l'entreprise, on partage décision, pouvoir, etc. Et dans nos statuts sont inscrites, donc c'est opposable à la loi, le fait de, bien sûr, vendre et faire la promotion de produits biologiques dans un esprit d'équité et de coopération, mais aussi d'associer nos parties prenantes de territoire pour servir d'autres objectifs que sont, par exemple, la réinsertion, l'accès à l'emploi des personnes les plus éloignées de cet emploi pour différents handicaps, qu'ils soient mentaux, physiques ou malheureusement sociaux. Merci Pascal. Comment un banquier voit ça? On va se partager notre micro, allez, on va faire micro commun, c'est un début de coopération. Je vais regarder la question de deux angles. Je vais regarder la question d'une part dans le rôle des entreprises dans la démocratie. Et si on regarde ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays, on voit que face au problème de financement de la démocratie, les entreprises jouent un rôle très particulier. C'est un peu moins le cas en France parce qu'il y a des plafonds de dépenses des campagnes électorales. Mais il y a un certain nombre de pays où les entreprises qui sont des financeurs ont une capacité d'influence et d'action sur la vie démocratique qui est extrêmement significative. Ça pose en creux la question du financement de la démocratie. Et ça pose clairement en creux la capacité à dire que si nous avons fort heureusement abrogé le scrutin censitaire, la candidature demeure dans certains cas censitaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent pour être candidat. Il faut avoir un patrimoine ou un parti qui a de l'argent, c'est de moins en moins le cas. Et cette question de dire qui doit financer la démocratie est un vrai sujet. Et la question qui est posée depuis des années, qui tourne en rond, et que je regarde très attentivement parce que nous sommes un des grands financeurs de la démocratie par les campagnes électorales, est un vrai sujet. Et il faudra bien qu'un jour ou un autre, on se dise que si on veut que n'importe quel électeur puisse être candidat, il faut qu'on lui donne les moyens, sans qu'il ait besoin d'avoir un patrimoine personnel, d'exprimer une candidature. C'est un vrai sujet. Ça explique une partie de la CSP moyenne de notre Assemblée, ça explique
les catégories qui peuvent se présenter, etc. Et c'est un vrai, à mon avis, c'est une vraie question qu'on aura à traiter. Si je reprends maintenant ta question dans l'autre sens, je peux qu'être d'accord avec Frédéric. Moi, j'ai le bonheur de diriger une coopérative et on a tendance à l'appeler une coopérative bancaire. Et de se dire qu'un des modèles aboutis de la démocratie dans l'entreprise, c'est le modèle de la coopérative. C'est de se dire que la manière dont on travaille ensemble, dont on fait coopération, c'est de dire que c'est l'ensemble des parties prenantes qui répondent à ces besoins-là et qui doivent déterminer l'action. Quand on a travaillé sur notre plan stratégique, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de dire on va interroger nos clients, nos coopérateurs. On va interroger nos collaborateurs. On en a à peu près, on a 10 000 clients qui ont répondu sur 120 000 collaborateurs. On a 800 salariés sur 1800 qui ont répondu, chaque fois sur un temps un peu long. Et ce temps-là, ce temps de construction, de dire qu'est-ce que l'on voit et comment on se projette dans l'avenir, mais aussi de confronter les deux visions. De se dire que peut-être que la perception que l'on a des attentes quand on est salarié et l'expression des attentes quand on est client ne sont pas les mêmes, et de les faire se rencontrer sont un élément de construction de cette démocratie-là. De se dire qu'on travaille avec des partenaires sociaux, on pose la question, on a une expression systématique par rapport au CSE, mais qui est aussi un autre élément de démocratie. On pourra en discuter, partenaires en face avec lesquels on peut beaucoup discuter sur ces sujets-là, parce que ça pose la question de l'expression des syndicats, de la représentation aussi des salariés, et de l'enjeu et de la responsabilité de chacun dans cette expression-là. Mais oui, à chaque fois, de se dire qu'on travaille sur une construction commune, qu'on a un suivi commun et que c'est l'ensemble des parties prenantes qui fait ce suivi-là, est fondamental. C'est aussi, et tu l'as dit, un vrai facteur d'attractivité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a envie de s'engager dans l'entreprise? C'est quand on en partage le sens, et on en partage le sens d'autant plus que l'on a été associé dans la détermination de la ligne que l'on veut construire ensemble. Plus on est loin de la décision, moins on se sent impliqué, donc moins on se sent concerné. Et donc oui, je pense que la démocratie, ou une expression démocratique et un engagement responsabilisant dans cette démocratie-là, sont des vrais facteurs de performance. Merci, merci Pascal. Alors justement, tu faisais allusion au CSE. Émilie, comment on peut traiter avec une autre entrée qui est celle de l'entreprise qui n'est pas coopérative, mais qui pour autant a une part de fonctionnement démocratique à travers un ensemble d'instances? Comment ça peut fonctionner justement? Alors oui, effectivement, je partage les propos. Les modèles de coopérative de Scope, comme vous le disiez, on est vraiment sur des modèles les plus aboutis de forme de démocratie dans l'entreprise. C'est vraiment ce qui existe, j'allais dire, le mieux en France aujourd'hui. Et malheureusement, ce type de modèle, il ne va pas être transposable partout. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait dans les autres formes d'entreprise. Comment il est possible de redonner les moyens finalement à toutes et à tous d'avoir plus de pouvoir dans les prises de décision qui sont prises au sein de l'entreprise. Et pour ça, finalement, il y a peut-être deux moyens, deux manières de le faire. La première, c'est l'imposer, vous le citiez tout à l'heure. Et la deuxième, c'est peut-être l'incitation, en tout cas la proposition. Et cette deuxième voie, j'allais dire, elle existe finalement déjà par la négociation collective. On l'a vu avec les ordonnances Macron de 2017, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place à disposition des entreprises pour justement leur permettre de façonner leur modèle et justement créer finalement en leur sein un modèle démocratique justement propre à leur structure. Ces ordonnances, elles ont notamment permis de pouvoir s'emparer du conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise, c'est quoi? C'est un collectif d'élus qui remplace le CSE, qui va pouvoir négocier avec l'entreprise à la place des délégués syndicaux. Et justement, ce conseil d'entreprise, il a un vrai pouvoir de codécision, de codétermination avec l'entreprise, dans la mesure où il va pouvoir s'opposer via un droit de veto à des décisions éventuellement de la direction sur lesquelles ils sont en désaccord. Malheureusement, on se rend compte que le conseil d'entreprise, en fait, très peu d'entreprises s'en sont emparées, dans la mesure où il y a juste une dizaine d'accords qui ont pu être conclus depuis ces ordonnances-là. L'engouement suscité par finalement ce modèle qui était, ma foi, assez révolutionnaire et qui pouvait, à ce niveau-là, pouvoir justement, en tout cas, se comparer avec un type de modèle coopératif, finalement, ça n'a pas suscité l'engouement ni côté patronat, ni côté syndicat. Voilà, donc ça, effectivement, il faut peut-être le re-questionner aussi.
L'autre sujet important sur lequel je voulais insister, c'est vraiment la crise de représentation, finalement, qui traverse la France, mais qui traverse aussi l'entreprise. Et ça, vous l'avez bien cité également. Il faut effectivement se re-questionner sur comment redonner du pouvoir et de l'expression directe aux salariés dans justement ces prises de décision, pour que chacun puisse faire entendre sa voix. Alors pourquoi et comment? Je vais dire pourquoi, parce qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, le management vertical, autoritaire, technocratique, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Pourquoi? Il coûte. Il coûte aux salariés, justement, qui sont très éloignés parfois des décisions, ils ne comprennent pas les décisions qui sont parfois prises alors qu'ils sont directement concernés par elles, et il coûte aussi économiquement. Alors qu'à l'inverse, on se rend compte que plus d'horizontalité, justement de transparence et de codécision, finalement, de dialogue et de compromis, va permettre un meilleur bien-être au travail, plus d'innovation et de productivité au sein de l'entreprise. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important. Sur cette question de bien-être au travail, j'allais aussi réinciser sur cette quête de sens qui est très importante et que vous avez citée également. La quête de sens aujourd'hui, c'est l'une des préoccupations majeures de toutes et tous, et particulièrement aussi des plus jeunes générations. Ça fait partie effectivement de toutes les questions d'attractivité au sein de l'entreprise. Voilà, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de nouveaux rapports au travail qui émergent de plus en plus, d'autant plus depuis la crise Covid, avec une forme de résistance au travail, ou de relativisation du travail, ou justement de besoin existentiel de comprendre l'utilité, le sens qu'on donne à son travail. Là-dessus, je voulais citer 2 chiffres pour illustrer le propos. En France, on se rend compte qu'à peine un salarié sur 2 a le sentiment de pouvoir influer sur les décisions importantes de l'entreprise qui les concernent, contre 60% en Union européenne et 85% dans les pays scandinaves. Seuls 17% des salariés estiment avoir été consultés et écoutés sur un changement organisationnel important dans leur travail. Donc effectivement, c'est quand même assez révélateur de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Voilà, l'idée c'est faire en sorte comment finalement les salariés ils vont avoir besoin, enfin ils ont besoin de se sentir utiles, comment, et il faut absolument pouvoir redonner plus de pouvoir de codécision, réorganiser le dialogue professionnel qui existe en fait déjà, mais il faut lui donner vraiment plus de force, créer de véritables espaces de dialogue, de codécision pour justement pouvoir influer sur les orientations stratégiques de l'entreprise et aussi nourrir le dialogue social. Et tout ça, finalement, la France, je veux dire, le droit du travail, il est déjà capé. Il existe déjà des choses en la matière, mais finalement, le problème, c'est que personne ne s'en empare. Vous avez tout un chapitre dans le Code du travail qui est directement lié à l'expression collective et directe des salariés. Vous avez un ANI de 2013 sur la QVT qui fait tout un laïus, effectivement, sur le dialogue professionnel. Vous avez plein de pratiques d'entreprise actuelles et passées qui justement portent sur ces sujets-là et qui finalement nous donnent plein d'exemples pour que justement tout le monde puisse se réapproprier la démocratie, j'allais dire, à tout niveau, peu importe sa taille et peu importe son statut. Il y a quelque chose d'hyper important dans ce que tu es en train de décrire, c'est effectivement, il y a des outils. Ces outils, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas appropriés? Alors, moi, l'analyse que je porte là-dessus, c'est il y a déjà une difficulté de lâcher prise du système, on doit changer de logiciel, le patronat, la verticalité. Tu te disais, oui, il y a plein d'alternatives et on se rend bien compte qu'il faut faire autrement, mais manifestement, a priori, le pouvoir ne veut pas trop lâcher le truc et clairement, factuellement, on ne fait pas. Et ça vient sur le deuxième volet, un double volet, qui est du côté de la base, comment ça peut se passer ? Pour ça, il faut aussi investir massivement dans la formation des citoyens, des salariés, sur leur capacité à se réapproprier cette entreprise. Parce que le jeu de la coopérative, c'est pas un truc que je vais vous vendre en mode ça marche tout le temps, c'est trop génial, etc. C'est des conflits, on ne fait que déplacer le poids des problématiques dans la gestion d'entreprise dans une coopérative. On le met plus à l'amont, c'est plus lent, etc. Donc ça suscite aussi d'autres problématiques. Donc il y a cette première chose, c'est l'aspect de... pour se réapproprier l'entreprise, il faut investir dans la formation des citoyens, des salariés à pratiquer l'art martial de la coopération. Voilà. Et le deuxième levier, c'est aussi l'accessibilité. Parce que c'est bien beau tout ça, mais quand il faut investir dans son entreprise pour devenir chef d'entreprise ou participer à celle-ci des centaines, des milliers d'euros, ça rend inaccessible. Il faut trouver des mécanismes. Moi, je suis hyper fier, certains pensent que je devrais peut-être en avoir un peu honte. Je suis vice-président de la coopérative Biocop et je suis devenu vice-président
vice-président de la coopérative Biocoop en mettant 100 € dans ma propre coopérative, qui m'a permis de devenir associé, qui m'a permis de m'intéresser, par la qualité, j'espère, de mon travail, devenir un des co-gérants, puis élu vice-président de la coopérative. On décorrèle complètement l'aspect du pouvoir et de l'argent, et je trouve que ça, c'est un des aspects fondamentaux de l'accès à la démocratie d'entreprise. Merci Frédéric. Pascal, peut-être pour le dernier mot de cette table ronde. Le sujet, c'est de refaire société ou de faire société. Que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la question de tout à l'heure sur les oppositions. C'est-à-dire que si on veut monter des murs, si on veut gérer des singularités, si on veut... on ne fera pas démocratie, on ne fera pas travail ensemble, on ne fera pas solidarité. Comment l'entreprise, les mécanismes de solidarité, la territorialité, le soutien et les mécanismes de l'économie sociale et solidaire peuvent jouer pour permettre à l'entreprise d'être un soutien, faire en sorte que chacun ait les besoins, une réponse à ses besoins immédiats est fondamentale si on veut développer une démocratie. Moi j'en suis mais alors, parfaitement assuré, partisan, et ça pose la question, mais comme tu le dis, du financement, de la manière dont on l'accompagne. Et là, ça amène tous les outils de partage, toute la manière de la finance patiente, tous les sujets du financement et de l'accompagnement. On sait que, et là je parlais vraiment en tant que banquier, que le risque sur les coopératives aujourd'hui est plus faible que sur d'autres structures parce qu'elles sont gérées dans un temps qui serait plus long, parce que cette démocratie coopérative, qui est un temps long, évite aussi de faire des bêtises et d'avoir des réactions trop rapides. Donc ça amène une pérennité, une solidité des entreprises qui est importante. Donc vraiment, travaillons ensemble pour faire cette démocratie, pour faire cette société. Merci. Donc on va retenir de cette table ronde effectivement que pour avoir un impact social et refaire société, ça commence aussi par l'entreprise qui doit être réappropriée par ses travailleurs, mais aussi l'ensemble de ses parties prenantes. Voilà. Donc je crois que c'est un sujet que l'on va continuer à développer par ailleurs, j'en profite pour vous le dire, avec Impact Tank, puisque un groupe de travail va être créé sur cette thématique, dont l'objectif sera de présenter les résultats pour la 4e édition. Donc je ne sais pas si ce sera encore au CESE. Là, je viens de mettre un pavé, mais plus sérieusement, donc on aura l'occasion d'en reparler dans un an. Donc je vais appeler la prochaine table ronde qui est Impact territorial, comment favoriser la résilience locale, animée par Mathilde et Mamie. Donc ça aussi fait suite aussi à des travaux qu'on avait eus sur la responsabilité territoriale des entreprises avec Impact Tank, et surtout vous remercier et vous féliciter pour vos interventions.